Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc nous allons voir maintenant un peu d'histoire. L'histoire de la thermodynamique. On sera bref parce que c'est extrêmement long. Il y a énormément de choses, donc on va voir ça dans le grand livre. Alors, les concepts de chaleur et de température mirent très longtemps avant d'être vraiment compris. Alors que l'astronomie, dès le début de l'Antiquité, s'est fortement développée et d'autres choses se sont développées assez rapidement, ces concepts-là furent plus difficiles. Alors, dans l'Antiquité, ces notions étaient extrêmement floues. Ils les comprenaient mal. Et il y eut de rares expériences pour mesurer les concepts de chaud et de froid. Citons par exemple le thermoscope d'Héron d'Alexandrie ou le traité de pneumatique de Philon de Byzance. Mais ça reste assez ponctuel, quelques avancées, quelques découvertes. Puis par après, il y a eu fort peu d'évolution. Durant tout le Moyen-Âge, les concepts n'ont guère changé. Les évolutions à l'époque étant essentiellement empiriques, comme ce fut le cas d'autres domaines, comme la chimie. Par exemple, avec les métallurgistes et d'autres artisans qui manipulaient la chaleur ou des composés chimiques. C'est à la Renaissance que les choses commencèrent à changer. À ce moment-là, la science, au sens moderne, se développait suite à Galilée, Newton, et il y avait une grande exigence de rigueur, mais aussi d'expérimentation. Seule l'expérience pouvant nous dire comment se comporte le monde que l'on étudie. Et donc, ils firent beaucoup d'expériences, et notamment pour essayer de mesurer la température. C'est ainsi que furent conçus les premiers thermomètres. Tout d'abord basés sur ce qui venait de l'Antiquité, puis très rapidement améliorés par toutes sortes de méthodes. Tous, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, bien qu'on le rencontre encore souvent, mais à l'époque, ils étaient tous basés sur la dilatation des corps sous l'effet de la chaleur. Un phénomène bien connu, où pour les rails de chemin de fer, où l'on laisse un espace entre chaque rail, de façon à ce que s'il fait chaud, le rail se dilate, que les rails aient de la place pour bouger. Sinon, sous la pression de deux rails, ils pourraient carrément se tordre. Phénomène qui est déjà arrivé d'ailleurs. Et pour les mesures, on utilisait plutôt des fluides, des liquides, plus faciles d'emploi, avec une meilleure dilatation thermique, une dilatation plus importante. Et encore maintenant, de nombreux thermomètres, surtout commerciaux, sont basés sur la dilatation de tels liquides, comme les thermomètres médicaux ou des thermomètres que l'on a chez soi. Mais il existe d'autres méthodes, même dans la vie courante, maintenant, et on utilise aussi en laboratoire beaucoup la dilatation des gaz. Pour avoir de la précision dans les mesures, il faut graduer le thermomètre pour qu'on puisse dire « Ah tiens, le liquide dans le thermomètre atteint telle valeur, c'est donc telle température ». Et pour cela, on a besoin de références, de points fixes, pour dire mon 0 commence là, 0 degré de température, et X degrés de température. Ces points fixes ne sont pas imposés par la nature, on peut choisir beaucoup de choses. Et il y eut des utilisations extrêmement variées selon les auteurs. De nombreux choix de points fixes, de références et de nombreuses méthodes. Vraiment beaucoup. On a vite constaté, grâce à ces mesures, ces améliorations, l'effet de certaines choses. Par exemple, l'influence de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique faisait varier la valeur indiquée par les thermomètres, en tout cas certains. Et donc, des méthodes furent mises au point pour améliorer les thermomètres, pour éliminer l'effet de cette pression atmosphérique, pour ne mesurer réellement que la température.
des tris dans les différentes méthodes furent réalisés petit à petit, et des choix qui conduisirent ainsi à des normes souvent circonstancielles. Parce que l'un ou l'autre avait une meilleure méthode, elle se répandait plus facilement, il était mieux ancré dans les milieux scientifiques. On vit ainsi les méthodes de Rømer et les méthodes de Fahrenheit émergées. Fahrenheit qui est même encore utilisé dans les pays anglo-saxons. Si vous regardez des chaînes comme les chaînes américaines, vous verrez souvent les températures indiquées en Fahrenheit, même dans des films. Même si les pays anglo-saxons ont adopté notre système dit métrique. Nous allons y revenir. Puis, par après, il y eut Réaumur, et encore plus tard, Celsius. Avec les améliorations, on découvrit aussi les limites et les difficultés d'avoir des mesures précises. Citons par exemple les difficultés dues à l'adhérence des fluides sur les tubes dans lesquels on effectue les mesures. Évidemment, si le fluide se dilate mais adhère à la paroi, il risque de ne pas monter, ou pire, en redescendant, de rester collé à la paroi et de fausser la mesure. On découvrit aussi que la dilatation des corps avec la chaleur n'était pas proportionnelle à la température. Pas toujours proportionnelle, ou avec parfois des écarts importants. Un exemple très connu, c'est l'eau. L'eau présente une particularité qui n'est pas très fréquente dans les substances, à savoir que la glace est plus dense que l'eau. Elle est moins dense que l'eau, ce qui fait que la glace flotte. Alors que d'habitude, pour les fluides, c'est l'inverse, les solides coulent. Et il se fait qu'entre 0 et 4 degrés, l'eau, parce que la température là c'est de l'eau bien entendu, l'eau se contracte avec la température. C'est dû à des particularités moléculaires de l'eau sur lesquelles nous n'insisterons pas. Et au-delà de 4 degrés, elle se met à se dilater avec la température. Tout cela complique évidemment les choses. Enfin, on découvrit aussi très vite la difficulté à reproduire les fluides utilisés dans les thermomètres. C'est pas toujours évident. Par exemple, au début, on utilisa l'esprit de vin, c'est de l'alcool. L'esprit de vin était souvent préféré au mercure. Pourquoi ? Parce que plus facile à obtenir, c'est plus facile de trouver de l'alcool, encore maintenant, que du mercure liquide. Accessoirement, le mercure est aussi toxique. Personnellement, j'ignore s'il le savait à l'époque, probablement. Et en plus, le coefficient de dilatation avec la température de l'esprit de vin, de l'alcool, est plus grand que celui du mercure. Donc il était souvent préféré. Oui, mais l'esprit de vin, c'est pas l'alcool pur comme on le fabriquerait en laboratoire moderne. C'était souvent des compositions très variables, et donc des coefficients de dilatation très variables, ce qui évidemment complique les choses. Arrive la Révolution française. La Révolution française, histoire bien connue, c'est pas le propos ici, mais c'est aussi à cette époque que les révolutionnaires, les nouveaux gouvernements, décidaient d'améliorer la science qui pouvait servir la France. Et ils décidèrent de faire des choix précis sur les mesures, les unités, le mètre étalon, le kilogramme étalon, et adopter un système d'unités de mesure unique pour toute la France, et par après d'autres pays, avec des unités standardisées et simples. C'est le système métrique, mètre, kilo, seconde, avec des unités qui varient par multiples de 10, plus facile que le système anglo-saxon, avec ses livres, ses onces, où les rapports ne sont pas du tout de multiples de 10. Avec le système métrique, c'est simple.
1 mètre, c'est 10 décimètres ou 100 centimètres. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc tout ça, beaucoup plus simple. Et donc ça s'est facilement imposé. Il fallait le faire pour toutes les grandeurs physiques. Et donc aussi pour la température. Donc ils firent des choix. Il y a eu des réunions à ce propos-là de savants de l'époque pour discuter des meilleurs choix réalisés. Et ce qui fut adopté, ce fut le système de Celsius, qui était très simple d'emploi et très précis. Dans le système de Celsius, il y a 2 points fixes. La température de la glace, ou plus exactement de la glace mouillée, 0 degré, et la température de l'ébullition de l'eau, 100 degrés. Pour des raisons d'influence de la pression, on fixa ces règles à pression atmosphérique standardisée. Ce fut amélioré plus tard par le système centigrade, qui n'est pas un nom propre, qui est totalement identique au système Celsius avec un petit décalage, car le point fixe qui est utilisé, qui est très proche de 0 degré, c'est le point triple de l'eau. C'est-à-dire le moment où l'eau liquide, la glace et la vapeur sont en équilibre, à une température homogène. Cette température est unique et correspond à une pression unique. C'est donc très précis. La différence est minime. Et quand on a un thermomètre chez soi, dans le salon, ça ne fait aucune différence. Par contre, quand on a des mesures très précises en laboratoire, ou même dans l'industrie, cette précision est utile, est très importante. À l'époque, donc, de la Révolution, la chaleur restait encore très mal comprise. Et il y avait souvent même des confusions. On confondait souvent température et chaleur. Ça arrive encore d'ailleurs. Mais bon, plus chez des étudiants ou des profanes, mais pas chez les scientifiques. Mais à l'époque, ces confusions étaient fréquentes. On disait par exemple que la fièvre, donc une température du corps plus élevée, était due à de la chaleur emmagasinée par le corps. Et on confondait les deux, on disait que c'était la même chose. Il faut dire que la médecine aussi était balbutiante à l'époque. Et donc on confondait souvent et c'était pas simple. On avait, les scientifiques, les savants de l'époque ont vite compris qu'il y avait 2 concepts. Un qui caractérisait l'état du corps. Dans quel état se trouve-t-il? C'est celui donné par la température. Et également un autre concept qui concerne les échanges entre des corps, c'est la chaleur qui est échangée, les deux étant liés, un afflux de chaleur augmentant la température. Au XVIIIe siècle, on vit les débuts de la calorimétrie, c'est-à-dire la science de la mesure de la chaleur. Et les progrès furent rapides. Et ils commencent à donner des résultats avec différentes méthodes efficaces pour mesurer la chaleur. C'est loin d'être facile. En laboratoire, j'ai utilisé des calorimètres ou des bombes dans lesquelles on effectue par exemple une réaction chimique et qui provoque une augmentation de température, une production de chaleur, et on fait des mesures. Et les parois sont très épaisses, un peu comme un gros thermo, pour conserver la chaleur. Mais c'est très difficile parce que s'il y avait une chose qu'on ne sait pas garder, c'est la chaleur. Elle s'échappe toujours. On peut avoir de bons isolants, des systèmes de type thermo avec une paroi, avec du vide à l'intérieur, et rien faire, il y a toujours un peu de chaleur qui s'échappe. C'est loin d'être des mesures faciles. Mais à l'époque, les progrès dans ce domaine furent importants. Mais la nature de la chaleur restait assez mystérieuse. Et il y avait beaucoup de théories. On parlait de fluide. La chaleur comme un fluide, le calorique. Parfois, on parlait du frigorique, du froid. Certains disaient que c'était dû à des mouvements internes de la matière. D'autres que c'était toutes sortes de fluides. Certains se demandaient même s'il n'y avait pas toutes sortes de formes, différentes formes de chaleur. Comme calorique et frigorique, et 3, 4, 5 formes de chaleur. C'était balbutiant et très difficile à comprendre. Les percées se firent réellement au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les progrès furent
énorme, y compris dans la compréhension du concept de chaleur. Citons-en trois très importants. D'abord, Fourier comprit beaucoup mieux comment se comportait la chaleur. Il établit ainsi une théorie de propagation de la chaleur, indépendamment de sa nature réelle. Mais ça permettait de mieux la comprendre. Et il mit en évidence, par exemple, le concept de conductivité thermique. Parallèlement à ça, Carnot a réalisé un mémoire littéralement fondateur en thermodynamique, qui est une étude des forces motrices des machines à vapeur. Ça s'intitulait vraiment comme ça. Donc il a étudié les machines à vapeur, il a mis en évidence le concept de température de source chaude, de source froide, les concepts d'échange de chaleur au sein des machines, et vu la relation qui existait entre chaleur et travail fourni par ou à la machine, et il a même mis en évidence une limite appelée rendement de Carnot, qui est une limite fondamentale et qui est encore très utilisée et connue de nos jours, qui est le rendement de Carnot. C'est une limite à l'efficacité que peuvent atteindre ou espérer atteindre des machines thermiques. Enfin, de nombreux chercheurs, dont en particulier Joule, montrèrent l'équivalence entre chaleur et travail. Par exemple, Joule fit une expérience très simple. Dans un récipient bien isolé comme un thermo, il fit tourner une hélice dans un fluide, un liquide, de l'eau par exemple. Avec les frottements, une partie de l'énergie